Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à vous asseoir. Mais je constate que vous êtes très nombreux. Je suis extrêmement surpris. Cette table ronde, c'est un petit peu la table ronde des héros qui préfèrent les grandes conversations aux petits ballons ronds. Alors, ça tombe bien parce que nous sommes là pour parler d'inégalité. Et la plus criante des inégalités aujourd'hui, évidemment, c'est celle de l'agenda qui nous a placés en plein quart de finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais nous allons parler inégalité sous l'angle particulier des révolutions. Qu'elles soient politiques ou économiques, une révolution, c'est un grand coup de balai, c'est une rupture et donc une remise en cause créatrice de nouvelles inégalités. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Sommes-nous justement à un de ces points de rupture de l'histoire et que faire pour en limiter les conséquences? C'est de tout cela dont nous allons parler avec vous. D'abord avec Pervenche Berès, députée européenne, avec à côté de moi Shotaro Oshima, qui est un diplomate japonais, Joachim Lévy, qui travaille à la Banque de France, et le syndicaliste Jean-Claude Mailly. Mais avant, bien sûr, il faut faire un cadrage indispensable sur un sujet aussi sophistiqué et crucial. Et c'est évidemment Pierre Dockès qui va le faire. Pierre Dockès, c'est un économiste, professeur à l'Université de Lyon 2, grand spécialiste de l'histoire du capitalisme. Il a publié en 2017 « Le capitalisme et ses rythmes », 4 siècles de crise et de mutation. Eh bien, ces 4 siècles, il va nous les résumer en 3 minutes 50. Pierre, je vous laisse la parole. Merci infiniment pour les 3 minutes 50. Alors, sur la question de la technique, parce que les technologies, c'est très très important, vous voyez tout de suite qu'on n'a pas réussi à installer les slides. Donc, on vous distribue du papier pour revenir à l'ancien temps, en quelque sorte. Alors, si vous prenez ces graphiques que j'ai pompés dans le World Inequality Report de Piketty et des siens, je voudrais vous montrer d'abord le premier, où on voit la part de revenus des 1% les plus riches et des 50% les moins riches aux États-Unis d'abord et en Europe. Vous voyez à quel point c'est stupéfiant pour les États-Unis l'évolution entre 1980 et aujourd'hui. Vous voyez en même temps que c'est nettement moins important quand on regarde ce qui s'est passé en Europe de l'Ouest. Si vous voulez détailler un tout petit peu plus les choses, aux États-Unis, le ménage médian de ces 1% les plus riches est 225 fois plus riche que l'américain médian. Maintenant, si vous prenez les 0,1% les plus riches aux États-Unis, en 2012, ils détenaient plus de 11% du revenu national, c'est-à-dire 3,5 fois plus que ce qu'ils détenaient en 1985. Donc l'évolution est stupéfiante et quand on veut parler de révolution, là on est vraiment dans une révolution d'inégalité assez incroyable. Si on prend le partage des gains de la croissance, c'est-à-dire la productivité augmente tous les ans, quelle part revient aux plus riches et quelle part revient aux plus riches des plus riches, c'est-à-dire à ces 1% dont on parle, à la veille de la crise, donc entre 2002 et 2007-2008, le sommet, les 1%, capturaient 65% des gains de croissance. La crise a réduit un peu tout ça, mais il récupère encore plus de la moitié des gains de croissance en 2016. Bon, l'évolution ne se produit absolument pas de la même façon en Europe, et c'est le cas en particulier en France, où on n'a pas cette variation stupéfiante des inégalités. Je donne juste 3 chiffres. Si on prend les revenus avant impôt de ces 1%, en 1920, ils avaient 20% de l'ensemble des
revenus avant impôt. La chute a lieu en 1948-1950, puisqu'ils n'ont plus que la moitié, c'est-à-dire 10%. Et en 1982, ils arrivent au plus bas, à 8%. Et aujourd'hui, il y a bien une croissance, une augmentation. On est à presque 11%. C'est quand même sans rapport avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Et j'ajoute en plus que la question de l'immobilier a joué un rôle essentiel. Bon, maintenant, je voudrais prendre le troisième graphique. Il suffit de tourner le papier. C'est un graphique célèbre. C'est la courbe éléphant. Alors, la courbe éléphant, c'est le monde tout entier considéré comme un seul pays. Le monde tout entier considéré comme un seul pays. Alors, si vous regardez, ça a vaguement la forme d'un éléphant, vaguement. Si vous regardez la partie gauche, disons la queue de l'éléphant, vous voyez quels sont les perdants. Donc, encore une fois, c'est le monde considéré globalement. Donc, les perdants, c'est les plus pauvres, les 5% les plus pauvres du monde. Bon, si vous prenez le milieu, c'est-à-dire entre le 20e et le 60e interdécile, vous voyez qu'au contraire, le taux de croissance de leurs revenus a été très élevé. Qu'est-ce que ça représente à l'échelle du monde? Eh bien, c'est la croissance de la classe moyenne des grands pays émergents, c'est-à-dire essentiellement la Chine et l'Inde. Et si vous continuez, vous arrivez au niveau du 80e rugissant, on peut dire, et vous voyez à ce moment-là que le creux tout à fait spectaculaire, ce sont les classes moyennes européennes. Et après, vous voyez la trompe de l'éléphant, ce qui est tout à fait à droite, c'est-à-dire les 1%. C'est absolument stupéfiant, là ça remonte fortement. Et ça, c'est une courbe qui date de 2008. Elle a été réactivée et elle est très intéressante pour voir ce qui s'est passé, et en particulier ce qui s'est passé pour les derniers, la partie à l'intérieur des 10%. On arrive pour les 0,001% à des taux de croissance entre 1985 et 2016 autour de 250%, alors que les plus pauvres ont augmenté seulement de 8-10%. Bon, voilà. Je voudrais simplement terminer sur un point en disant que, contrairement à ce que j'avais espéré, je n'ai pas pu parler suffisamment des révolutions et donc des raisons pour lesquelles on a eu un tel phénomène. Alors je voudrais le résumer en quelques très brèves minutes. Premièrement, la grande révolution, c'est indéniablement la modification géopolitique et géoéconomique du monde avec la montée des émergents. Deuxièmement, l'autre grande révolution, c'est le phénomène de mondialisation. Ce phénomène de globalisation ou de mondialisation va avoir des conséquences sur les inégalités. Pourquoi? En deux mots, pour deux raisons. La première raison, c'est la spécialisation internationale qui fait que dans les pays riches, les gagnants, naturellement, sont ceux qui sont soit les plus qualifiés, soit les détenteurs de capitaux. Ça, c'est une première raison. Ça marche plus ou moins bien parce que dans l'autre sens, on s'aperçoit que dans les pays émergents en particulier, on pense à la Chine, à l'Inde, à Singapour et à d'autres pays, on voit que si les salaires ont considérablement évolué, comme le donne l'hypothèse de la théorie, en même temps, ce sont surtout les plus qualifiés qui ont gagné et les détenteurs de capitaux également. La deuxième raison qui est liée à la mondialisation, c'est que les éléments les plus mobiles, donc les hyper qualifiés d'une part, et d'autre part les détenteurs de capitaux, ont beaucoup plus gagné à la mondialisation que les sédentaires. Et ça, c'est une des causes fondamentales. Est-ce que ça suffit? Non, il existe, à mon sens, une cause encore plus importante, et c'est là-dessus que je terminerai, qui est
que les rapports de force ont considérablement changé à l'intérieur des pays et à l'échelle mondiale entre les classes sociales. Et en particulier, on a assisté à l'effondrement des pouvoirs ou du rapport de force des salariés par rapport à l'ensemble des détenteurs de capitaux. Cette évolution, elle est spectaculaire et en haut, ils ont bénéficié en particulier de la mobilité accrue, mais aussi au fait qu'on a assisté dans les années 80 et jusqu'en 89 à une véritable révolution institutionnelle et sociale, une mutation qui a fait changer le monde littéralement. Et la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure on n'assiste pas aujourd'hui à une remise en cause de ce néo-capitalisme libéral tel qu'il s'était développé dans les années 80 et 90. J'ai été trop long, excusez-moi. Merci. Bon, merci Pierre, vous avez déjà vraiment là le cadre assez précis avec à la fois les faits et les conséquences. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans tous les détails qu'a mentionné Pierre. Je voudrais qu'on parle d'abord de l'aspect politique avec Pervenche Berès. Vous êtes députée européenne depuis 1994. Vous avez présidé la commission des affaires économiques et monétaires, celle sur l'emploi et les affaires sociales. Bref, vous êtes une grande spécialiste à la fois de l'Europe et des problèmes sociaux et économiques. J'ajoute que vous êtes membre du Parti socialiste, toujours. Et donc, ma question, ça va être, est-ce que les inégalités, comme celles qu'a mentionnées Pierre à l'instant, les courbes très spectaculaires qu'il a montrées, est-ce que finalement ça représente une menace pour les démocraties? Est-ce que ça peut conduire à des révolutions politiques? Et est-ce que c'est ce phénomène que l'on constate à la fois aux États-Unis et en Europe, notamment du côté de l'Europe de l'Est? Merci beaucoup. Merci au Cercle des économistes d'avoir organisé cette table ronde, car je crois qu'elle est d'une actualité criante. Lorsque l'on parle des inégalités au Cercle des économistes, je pense qu'il est parfois de bon ton de dire que les inégalités peuvent être stimulantes, comme la mobilité des personnes. Si ce n'est que trop de mobilité des personnes ou trop de contraintes à la mobilité des personnes, de la même manière que trop d'inégalités cessent d'être stimulantes. Or, je crois qu'on est devant cette équation. Et donc, pour des économistes, le niveau de l'inégalité, me semble-t-il, dès lors qu'elle se traduit par des phénomènes politiques comme ceux que je vais décrire, doit nous interroger. En quoi ces inégalités sont devenues non stimulantes? D'abord parce qu'elles ne ruissellent plus. Ensuite, parce qu'elles résultent d'une modification des conditions de création de valeur. Dans un capitalisme bien compris, la question de la création de valeur, la question de la création destructrice de valeur est la base même du capitalisme. Or, aujourd'hui, je vous invite à lire avec passion le livre de Mariana Mazzucato, qui est en train de démontrer que le capitalisme moderne est aujourd'hui un capitalisme où la question de la destruction de valeur et de l'extraction de valeur a pris le pas sur celle de la création. Et donc on est dans une nature de la création des inégalités qui est de nature radicalement différente, dont il faut tenir compte de l'impact. Et ces inégalités conduisent à une modification des rapports de force. Claude Mailly en parlera beaucoup mieux que moi, mais de la destruction des corps intermédiaires qui permettaient de réguler le flux de ces inégalités, notamment par la destruction du corps syndical. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est le fait que une espèce de consensus politique qui existait après la Seconde Guerre mondiale entre centre-gauche ou centre-droite, même si la France n'a plus de MRP depuis un certain temps, a volé en éclats. Et les signes d'alerte se sont multipliés. Ça fait 3 années que le Cercle des économistes se réunit avec des signes forts de cris d'alerte. Le Brexit, la victoire de Trump, la victoire de la Ligue de Salvini. Dans un moment où, en Europe, on a une alliance objective qui est en train de se dessiner entre des choses qui n'ont rien à voir avec aucune des bases du consensus politique après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on voit un axe entre Salvini, Seehofer, Kurz et Orban. Ça m'oblige à considérer qu'il y a une révolution politique en cours, que j'analyserai sous 2 aspects. Le premier, c'est la montée en puissance de nouvelles formes de populisme,
qu'on peut catégoriser peut-être en 3 catégories. Un populisme de gauche qui fait de la question de la lutte contre la mondialisation libérale l'alpha et l'oméga de son corpus idéologique, avec une présence très forte dans les pays ayant été en première ligne face à la crise. Je pense à l'Espagne avec Podemos, au Portugal avec le bloc de gauche, ou à la Grèce avec Syriza, même si Syriza est devenu un partenaire aujourd'hui très social-démocrate dans sa gestion du pouvoir. Mais des formes plus atténuées en France, en Belgique ou aux Pays-Bas. Un populisme que l'on pourrait appeler libéral, qui continue à condamner une intervention trop forte de l'État et qui pense qu'il faut aller vers plus de libéralisme pour résoudre les problèmes que nous avons. Là-dedans, je classe évidemment le FDP allemand, le Ciudadanos espagnol et peut-être le président de la République française. Troisième catégorie de populisme, c'est évidemment le plus dominant, c'est un populisme autoritaire dans lequel on retrouve l'Italie, certaines forces politiques en France qui malheureusement ont échoué, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne. Et dans ce domaine-là, une fois qu'on a fait ce paysage, il faut s'interroger. Je ne vais pas avoir le temps d'aller au bout de ma pensée, mais je vais juste faire, comme Pierre Dockers, utiliser 1 minute pour dire que du coup, il faut s'interroger sur la façon dont les forces traditionnelles ont été bousculées, dont elles ont décroché de leur électorat en étant figées sur une approche qui n'a pas permis d'accompagner des citoyens dans cette mondialisation et où la promesse de maintien d'un niveau de progression et donc de capacité à gérer ces niveaux d'inégalité a été rompue. Merci Pervenche, on reviendra évidemment sur tous ces aspects. Je voulais qu'on écoute. On va maintenant traverser une partie, la moitié du monde, et puis atterrir dans un endroit très intéressant qui est une espèce de petit laboratoire en Asie de tout ce qu'on peut faire en politique et en économie, qui s'appelle Singapour. Manu Bhaskaran, vous êtes économiste, vous êtes donc basé à Singapour, vous dirigez la branche Asie d'une société de conseil en politique et en macroéconomie. Vous analysez l'économie de la politique en Asie depuis très longtemps. Alors, comment les inégalités se sont creusées à Singapour et quels ont été les principaux facteurs? Thank you, and a big thank you to Le Cirque for inviting me here. I come from Singapore. It's a small city-state economy, so it's very unique in many ways. We have had high inequality for some time, and it has deteriorated in the last 10 years or so. Nothing to do with technology, but a lot to do with policy and political choices that were made by the government. Over the long term, from about 1960 onwards, the government chose a model of development that was highly reliant on foreign capital, multinational companies. This produced an extraordinary improvement in standards of living, but it also produced great inequality along a dimension that's not often talked about in mature developed countries, and that is the share of citizens in GDP. So we have a concept called indigenous GDP in Singapore. That is the GDP that is earned by the workers that are citizens and by the company owners that are Singapore citizens rather than foreign citizens. And that share of the cake going to the local citizens, the stakeholders of that society, has diminished significantly. That was politically tolerable because it came along with a massive improvement, almost unbelievable improvement in standards of living and quality of life and social mobility. The second wave of deterioration in inequality, however, was different. It was due to another policy choice, which is the choice starting around the early 2000s to bring in large numbers of cheap foreign workers into the labor force. This had the effect of depressing wage growth of the bottom 30 to 35% of the workforce. At the same time, the model of development chosen also created, at the other end of the income spectrum, very highly paid finance and modern sector professionals whose incomes grew very rapidly compared to the bottom 30-35%. So inequality
widened in Singapore as a result. So again, nothing to do with technology, but a lot to do with political choice. And initially, the political choice was accepted by the people of Singapore because while foreign capital dominated Singapore, it also produced a massive increase in employment. It created good jobs, paying good wages, and people accepted it. However, the second wave has created a lot more. And even in Singapore's controlled democracy, there was a backlash in the 2011 general election, which shocked the government and resulted in the government then changing some of these policy choices. And since then, the measures of inequality have actually begun to improve a bit. So let me just leave it at that. Thank you. Thank you, Mr. Bhaskaran. On va maintenant aller un petit peu plus loin vers l'Est, au Japon, avec Monsieur Shotaro Oshima. Donc vous n'êtes pas un économiste, vous êtes ce qu'on appelle un diplomate. Vous présidez l'Institut for International Economic Studies à Tokyo. Et surtout, vous avez été ambassadeur dans beaucoup de pays différents. Vous avez été le conseiller personnel de M. Koizumi quand il était Premier ministre du Japon. Vous avez été Sherpa également dans les sommets internationaux. Donc vous connaissez bien la problématique des relations internationales. Et finalement, vous vouliez nous parler d'une révolution dont on ne prend pas trop la mesure en Europe et qui pourtant va nous concerner de très près, c'est celle du déclin de la démographie. Alors, Shotaro Oshima, what happened in Japan? Thank you very much, and thank you very much to the organizers for inviting me. And as I was introduced, I'm not an economist. I don't know if I should be sorry for that or happier for that. Apparently, economists tend to be very much pessimist, and I try to be an optimist. The revolution in equality that I would like to address today is, as I was introduced, it will be on Japan. As many people before me have spoken about the inequalities rising and the current phase of revolutions globally. But in Japan, if you look back, we have had a couple of very major democratic revolutions. Actually, this year marks the 150th anniversary of the Meiji Revolution. It's called Meiji Restoration, but it was, in fact, a revolution. That was the revolution that thrust Japan into the modern international community. Now, after the war, we had another democratic revolution. But the revolution I'm going to address today is not as radical as the ones we have experienced in Japan or elsewhere, and not a bloodshed or anything like that. It's a very slow slide into decreasing demography. I would like to call it demographic revolution, implosion, or population erosion. I will show you the magnitude. The Japanese population more or less peaked in about 2010 at 128 million people. Now it has already started to decline. And according to the current trends, if nothing is positively done, the trend will end, well, not end, but in about 50 years from now, the population will be about 87 million, meaning about 40 million people will be gone from Japan. I don't know whether it will be good or not, but that's the trend. Now, if you go into the structure of this demographic implosion, more interesting, more serious situation is occurring. It's not only the absolute number which is decreasing, which is impacting the economy, or it will impact the economy, but also the most important fact is the aging of the population. I'll give you some numbers. In 2015, people of age over 65 was already 26.6%. 1 out of 4 in Japan around this time is over 65. And unfortunately or fortunately, I'm one of them. But anyway, that's another story. But
this trend will increase. And so in 2065, for instance, it's projected it will be about 38.4, about 40%. So you will see the whole population decreasing at the time when the aging is increasing, meaning the people who are considered to be in the productive population between 15 and 64 will have to support by around 2030 one people over 65. That's a huge amount. Then you can imagine, economists can do the calculations as to how much of an economic impact it will have. But obviously, it will have a huge impact. I don't know if Japan is behind the curve or ahead the curve, but I think many of the advanced economies will face this. Not only advanced economies, but many countries in Asia will go at it. I've just been shown the red card, so I have to exit from this floor. But anyway, before that, let me just quickly tell you another element, which is not very well focused, which is the move of people into the urban areas. There will be a huge amount of depopulated communities in rural areas, which will have an impact on the whole of the economic structure. And coming back to the original question of inequalities, yes, in Japan, Gini coefficient indicating inequality is increasing. This is because this is happening more with the aged population. So if the aged population is relatively increasing, obviously the inequality is increasing. But I'll leave you with an interesting observation shown by some data, which is that despite the fact that the inequality is increasing in Japan, people are saying people are much more happy. If you have an happiness indicator, it's on the positive. So we'll see why this is happening, maybe at a later stage. Thank you very much. Thank you. Just one question, Mr. Oshima, to clearly make it clear. What is the proportion of Japanese people very old, means over 60, over 70, who are still working to earn money? I would say about what's the 500,000? 500,000. 500,000. Yeah. It's despite the fact that we consider age 65 is the cutoff point for productive population. People are encouraged to work even after 65, like me. Merci Shotaro Oshima. Joachim Lévy, donc vous êtes brésilien, économiste, vous avez été ministre des Finances au Brésil en 2015 et vous êtes directeur financier à la Banque mondiale aujourd'hui. Alors peut-être pour refaire un point, Pierre a fixé le cadre. Aujourd'hui, du point de vue de la Banque mondiale, est-ce que les inégalités au niveau mondial ont tant progressé que cela? Merci. Well, I think that as it was actually shown, first we have to link three things together. One is inequality, poverty, and also the shared prosperity. And for a large part of the world, the last 15, 20 years has been a period of great growth, economic growth, and we see the reduction in the number of people in extreme poverty very significant, dropping from almost 2 billion people to less than 1 billion, around 700 million people that are really in extreme poverty. And we see a reduction of proportion of the population dropping from, say, 50% to 15% in India. And you see in China also, or in Asia, dropping from 60% to less than 5%. Even in Latin America, you'd see dropping from 15%, say, in the 90s to about 5%. So this is a real revolution.
Part of it is driven by a revolution in transportation, of course also policies, the trade, to the extent that trade can create say a lot of opportunities. We saw a big change. There are still many pockets of poverty and inequality, and so you have to talk not only inequality across countries, but also within countries. And there we also saw a decline in many countries. One of them, of course, being Brazil, where the Gini index dropped from more than 60 to about 50% in the year 2000. And it was driven mostly by job creation and also by programs of social protection. So I think that the combination of more opportunities, education, and I may talk later about this, trade, and not only north-south, but also south-south trade that has increased dramatically, as well as increased number of social protection, especially targeted to the poorest, has shown the possibility of transforming inequality. But we still have inequality, say, rural areas, I still like in Japan, but also in other areas, India, etc., much poorer than urban areas, so there is a source of big inequality across countries. We still have inequality, for instance, about women, especially at the early age, so around, well, since a teenager up to the 30s, we see an increasing gap in the number of, say, girls and then women who are in poverty compared with boys. Then it more or less stabilized. And of course, there are new sources of inequality related to fragility in general, very often linked to climate change. I know this year maybe you're not looking at climate change, but for many countries, especially those that are more fragile, we see the impact. And of course, the poorest in these societies are the ones that are more vulnerable. So this shows that we have to think about revolution in a really broad sense. Now, what we see in more developed places is probably related also to internal policies that I think some have been referenced. But I think it's very important that we don't throw the baby with the water. I think that a world with trade is a world with more opportunities, also with investment, cross-boundary investment is one of the wealth creation. And ultimately, we have many levers to foster more equality while allowing growth to be strong. Thank you, Joachim. Alors, dernier intervenant de cette table ronde pour fixer le débat, Pierre Dockès parlait de l'importance du changement du rapport de force entre entre guillemets, les capitalistes et les travailleurs, entre le travail et puis les grandes entreprises. Jean-Claude Mailly, donc vous êtes un militant syndical depuis toujours. J'ai même vu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, que votre arrière-grand-père était déjà un militant syndical. Vous avez dirigé Force ouvrière de 2004, enfin, vous avez été secrétaire général de Force ouvrière de 2004 à 2018. Vous venez de quitter votre job. Alors, c'est vraiment une question essentielle, le poids des travailleurs, le rapport de force et l'influence dans les inégalités. Selon vous, d'où vient cette perte d'influence ? Merci, et je remercie aussi le Cercle des économistes de permettre ce débat. Je pense qu'il y a trois phénomènes, en fait. Le premier phénomène, c'est moi ce que je considère comme les erreurs de l'école de Chicago et de Milton Friedman dans les années 80, qui ont contribué à donner la priorité exclusive à l'actionnariat au détriment des salariés, ce qui a conduit à la financiarisation de l'économie, et ce qui a conduit aussi, pour aller vite, à ce que des entreprises, y compris industrielles, soient gérées par des financiers et non plus des industriels. Voilà. Donc, et je pense que ce phénomène-là, dans les années 80,
lié à l'effondrement de l'URSS, que par ailleurs, moi, c'est un système que j'ai toujours condamné à titre personnel, mais a montré qu'il n'y avait plus d'alternative. Et là, on a eu comme une espèce de rouleau compresseur qui s'est développé au niveau international et dont on mesure encore aujourd'hui les impacts. Deuxième élément, la financiarisation a conduit aussi à une prédominance très forte du court-termisme par rapport aux analyses de moyen et de long terme, que ce soit au niveau politique, mais aussi au niveau industriel ou de la gestion d'une manière générale. Et on voit par exemple, on y reviendra peut-être que sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle ou autres, on se pose pas, on sait tous que ça va percuter qualitativement, quantitativement l'emploi. Des études ont été faites en France en disant que ça pouvait faire percuter 50% des emplois au moins et en faire disparaître un 10%, mais on ne se pose pas la question de savoir comment on procède, comment demain, si le métier de caissière disparaît, qu'est-ce qu'on prévoit pour faire les adaptations, les formations, etc. Troisième élément sur le rapport de force, à partir du moment où il y a eu cette absence d'alternative générale qui est un peu présentée, c'est vrai qu'au niveau international, le rapport de force syndicale a été plus compliqué. Je prends un exemple, mais on pourra en prendre d'autres. Si vous prenez l'Allemagne, parce qu'on parle souvent de l'Allemagne, le DGB, qui est le principal syndicat allemand, avait 9 millions d'adhérents au début des années 90. Aujourd'hui, il en a 6 millions. Donc il y a eu une chute en Allemagne et ailleurs, mais c'était vrai dans notre pays, de la syndication et un rééquilibrage du rapport de force. C'est toujours plus compliqué pour les États, comme pour les syndicats par exemple, d'avoir une dimension internationale et de réagir aussi rapidement que les capitalistes, pour aller vite, que les entreprises. Il y a toujours un décalage, mais moi j'ai toujours milité, je suis optimiste. Et on connaît tous la formule de Warren Buffett, hein, la lutte de classe existe, mais c'est les riches qui l'ont emportée. Bon, pour le moment c'est peut-être le cas. Mais moi, je suis persuadé qu'avec le temps, il y aura à un moment donné des rééquilibrages qui seront nécessaires. Et comme le disait notamment Pierre Dockès tout à l'heure, c'est peut-être la fin d'un certain modèle du néolibéralisme qui est en train de, ou comme le disait aussi Pervenche tout à l'heure, qui est en train d'être sous nos yeux. Alors, juste une question, Jean-Claude, quand même. On parlait évidemment du rapport de force qui s'est non pas inversé, mais qui a décliné évidemment par rapport aux salariés. Ça s'est beaucoup vu aux États-Unis, on en a pas mal parlé. Est-ce que cette désyndicalisation, cet affaiblissement des syndicats qui donc a rendu les travailleurs beaucoup moins agressifs sur le plan des demandes salariales, est-ce que ça s'est produit également en France ? En France comme ailleurs, la précarité de l'emploi par exemple, syndiquer des travailleurs précaires, ça n'est jamais simple. Syndiquer des travailleurs privés d'emploi, ça n'est jamais simple non plus, mais ça vaut aujourd'hui dans tous les pays. Bon, après, les systèmes de relations sociales d'un pays à l'autre sont très différents. On sait très bien qu'aux États-Unis, pour que le syndicat existe dans l'entreprise, c'est quand même un vrai parcours du combattant. Moi, je dis souvent, quand on veut comprendre comment fonctionne le système américain, il faut voir un film des années 70 qui s'appelle Norma Rae, qui est très explicatif en la matière. Mais après, c'est aussi, il y a une tendance, notamment européenne, mais pas uniquement, à remettre en cause les niveaux, ce qu'on appelle confédéraux, les niveaux nationaux de négociation collective. Et ça, c'est une tendance lourde à l'époque, y compris dans notre pays d'ailleurs depuis quelque temps. Ça veut dire qu'il faut négocier dans l'entreprise, éventuellement au niveau de la branche, mais plus rien discuter au niveau national. Or ça, c'est un vrai problème. Et ça contribue aussi à une forme de désyndicalisation. D'accord. Alors, maintenant tout va bien, la France mène 1-0, donc on va pouvoir faire la deuxième mi-temps de ce débat. Je voulais revenir vers vous, Pervenche. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'on pourrait faire pour réduire les inégalités, d'une part, et est-ce qu'on
on a une idée de l'efficacité que ça pourrait avoir sur le renforcement des démocraties. Autrement dit, est-ce que réduire les inégalités renforce les démocraties ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Merci. Trois choses. D'abord, on est quand même dans une situation où les États-Unis, qui ont longtemps été garants de l'ordre mondial et où nous ne leur contestions pas ce leadership, sont aujourd'hui les champions de la remise en cause de l'ordre mondial. Donc il y a un espace, y compris d'un point de vue du multilatéralisme, qui est une forme de régulation des rapports de force mondiaux, qui interpelle l'Europe, quel que soit l'état dans lequel elle est. Deuxième élément que je veux quand même mentionner, parce que je n'ai pas pu le faire dans la première partie, c'est simplement lire un extrait du livre que Bob Kotner vient de publier, dans lequel il interpelle le rapport entre les nouvelles formes de démocratie et les nouvelles formes du capitalisme et comment ça conduit à la destruction de la démocratie, ce qui me semble être assez adapté à notre table ronde. Le capitalisme démocratique est aujourd'hui une contradiction dans ses termes mêmes. La mondialisation sous l'égide de la finance a progressivement sapé les contraintes démocratiques qui pèsent sur le capitalisme. Dans une spirale descendante, le rejet populaire contre ce capitalisme prédateur a renforcé l'ultranationalisme populiste et affaibli la démocratie politique. Donc la question économique est quand même au cœur des conditions de rétablissement. Alors, est-ce que c'est renforcer ou sauver la démocratie? Je pense que c'est l'équation dans laquelle on est. Du coup, je pense que le cercle des économistes doit prendre ses responsabilités et plaider pour une révolution capitalistique. Le capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne permettra pas de réduire les inégalités et donc de sauver la démocratie. C'est très clair. Bon, voilà, au moins... Au moins c'est clair, oui. Ça suppose de réinventer les moyens de la redistribution dans un monde où ce qui est à fiscaliser n'est pas un bien matériel comme au début de l'invention de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, mais un bien immatériel comme aujourd'hui la bataille du droit d'auteur ou hier la bataille sur la taxation Tobin, mais qui est aujourd'hui une bataille qui est d'une actualité absolument incroyable, parce qu'autrefois on se posait la question sur les flux financiers, et on avait un problème parce que c'était des biens immatériels qu'on ne savait pas choper. Et aujourd'hui, avec l'économie des plateformes, donc une économie digitale, c'est l'ensemble de l'économie qui échappe à une logique de fiscalité redistributive, et donc à un mode de construction d'outils pour lutter contre les inégalités et mettre en place des systèmes de protection sociale. Donc je pense que c'est des bonnes questions pour le cercle des économistes. Merci. Alors ce sont des bonnes questions. On ne pourra pas toutes les épuiser. Je ne suis pas certain que la réforme du droit d'auteur soit un moyen de réduire forcément les inégalités, mais ça fait partie en tout cas. D'organiser la redistribution de la création de valeur. Voilà. Organiser la redistribution de la création de valeur. Alors, juste, Manu Bhaskaran, what can do Singapore to fight inequality without tax redistribution? Est-ce qu'il faut faire de la redistribution pour réduire les inégalités? Thank you. Singapore, again, as I have to emphasize, is unique in two respects, in terms of its response to rising inequality. In the early period of economic development through the 60s, 70s, and 1980s, the rise in income inequality was offset by the government by a massive transfer of property from the state to the citizenry. So that by around the year 2000, home ownership in Singapore was about 92 to 93%. Virtually every household owned its own home. And that gave the citizenry a direct stake in the wealth of the nation. And that improved distribution of wealth in terms of property helped to cushion the political impact of inequality of income. And that worked very well. And you might think that this is unique to a small city-state with a government that had great power to acquire land. But China did the same thing in the late 1990s when it chose to undertake a politically very risky restructuring of state enterprises in China, which led to massive unemployment.
it coupled that with an extraordinary transfer of property wealth to the citizenry from the state. And that, again, helped to cushion the political impact of the economic restructuring. So that worked. Singapore is unique in another respect in that it has built up extraordinarily large fiscal reserves. The actual savings of the government are a state secret. Most members of the cabinet even don't know what the true level of our reserves is. But if you do some calculations and make some assumptions, I would estimate that the fiscal reserves of the country are about 3 times the annual output of the country. That is extraordinary, even compared to the oil-rich Gulf states. The income from that extraordinary level of reserves can be used to finance significant construction of social safety nets without the need for fiscal deficits or increased taxation. However, there's one impediment to that in Singapore, and that is a result of what Jean-Claude referred to as his first cause, the dogma prevailing of what I call naive market liberalism, which opposes too much welfare. So we have no unemployment benefits, we have limited retirement benefits, and there is not much, although it's changing slowly, not as much as we need in terms of family support for poorer families. So there's a long way to go. We have the resources to do this, but the political obstacle to doing it seems to be too strong as of now. The one area where the government has relented is in healthcare spending. Healthcare spending by the state as a proportion of GDP has gone up by about 2 percentage points without any change in the fiscal deficit because the government is able to tap into the income from fiscal reserves. So it can be done, but the critical question is whether the political will to do that is there or not. Thank you. Une question additionnelle sur l'influence de l'immigration. Est-ce que aujourd'hui, à Singapour, l'immigration fait débat? Et est-ce que dans ce débat, on évoque l'influence de l'immigration sur les inégalités? Comment ça évolue? Yes, as I mentioned earlier, the large inflow of cheap foreign workers has been a major source of political angst among the voters, and there was pushback to it. Since 2011, when the general election produced some setbacks for the ruling party, the government has tightened inflows of foreign labor, but not by very much. But there has been a steadying of the impact of foreign inflows of labor. So we have seen a pickup in the wages of the lower paid workers like cleaners, and even people like nurses have seen a rise in their salaries as a result of the modulation of the immigration policy. So immigration is a very touchy issue in Singapore, and we are still not quite there in terms of perfecting the response. Thank you. Merci, merci Manu Bhaskaran. Shotaro Oshima, vous parliez tout à l'heure effectivement du vieillissement de la population et de ses conséquences au Japon en termes d'inégalité. Est-ce qu'on en parlait à l'instant, est-ce que l'immigration peut être une solution à ce problème au Japon? Thank you for asking. Of course it is. Of course it is. In Japan, as you have been seeing, immigration has been very carefully dealt with. But with the decreasing population, particularly of the labor force, there are only a couple ways to increase it. One is, of course, to have the participation of women or participation of people over 65, as I was asked earlier.
But of course, one of the important elements is increasing the immigration. I have a figure here. In the past 5 years, increase of foreign residents in Japan was about 500,000. So gradually, people are now turning to immigration. People from foreign sources are working in Japan. Sometimes, most of it are temporary, and not always for permanent residency. But obviously, everybody are focused on how to increase immigration to support the declining, or to stop the declining labor force. But the most important question, of course, is how would that affect the social cohesion? In Japan, I think one of the reasons why, despite the increase in inequality, sense of happiness or well-being among the people are still high, is because of the social cohesion. Community is always at the support of these people. Now, if you increase in immigration without due concern to how to integrate the new residents and assimilate them into the communities, then there will be only further disruptiveness of the social cohesion. So I think the important question is how to increase gradually and have the people integrated, assimilated, so that social cohesion would not be affected. If I may just talk about one movie, this year at the Cannes Festival, a Japanese movie got the Palme d'Or, which is called Shoplifters. It's about a family, which is not a family. People who are very poor, but they seem to be very happy. The question is why. If you have a time, I would recommend that you go and see the movie. Thank you very much. Merci, merci Shotaro Oshima. Joachim Lévy, est-ce que les gouvernements ont encore le pouvoir pour réduire les inégalités? Et qu'est-ce que la Banque qu'est-ce que la Banque mondiale peut faire pour les aider dans ce sens? Well, there is something that the government can do, and perhaps the most important thing is to increase human capital. In a world that keeps changing, people to have not only cognitive skills, but other skills in terms of working in teams and so on, you become ever more important. We also see in many countries that those who have a little bit more education can really profit much more from new opportunities. And when you look at, particular to the countries that are the focus of our activities, this is perhaps the most important challenge. Especially when the economy is changing and the traditional path of going through low-skill manufacturing to get more productivity may not be available, may not even be sensible. So we are very much focused on how to increase the human capital. We are preparing an index that compares across countries what is the human capital of the typical person, and that includes both, especially for young people, not only the level of education, the proficiency, how much they actually have learned, but also even health condition, which is the probability to get to conclude their studies. So this is one thing, and this is a tremendous role for government, because even where private sector has a role in education, it has to be regulated, and you have to get the government involved. And it's not easy, because education is something that even with new technologies is still very personal. So this is one thing. Another thing, as I mentioned, it is important to have a protection
social protection, using the nomenclature of Chicago, consumption is smoothing. It means that if you have a problem, you fall back in poverty. You have a network, a safety net that protects you. So this is very important. And the question is that, and also to address the question of informality in many places, because the problem of informality is that you don't get any access to any capital. So how you can get more productive, how you can increase your income. So access of capital is very important. And perhaps some of the new platforms, these say internet platform, you can access and suppress the need of capital, but it's still addressing informality is very important. Now, the problem is that, of course, this does require revenues. And I think that the mention to rethinking the fiscalité, the taxation is absolutely essential. And there are many challenges, not only for poor countries, but also actually, I think you hear from Australia, you hear from many countries, this is fundamental. And then you add an additional point that sometimes we forget, which is the decline in returns on labor has been significant in many places, but the decline in returns of capital as a production factor has also declined even more. And often this capital is actually the savings of workers. So this shows that the question is more of industrial organization and how you address the new technologies, what it means in terms of concentration of market power in product sector and in the labor market, if you want really to address this. I mean, if you look at some work of Zingali, it's also from Chicago, it shows very clearly that this dichotomy between pure capital and actual control of firms, which is reflected even by the fact that now most of the financing of companies is not through the stock market, but through a lot of other mechanisms that are basically private. So there too, through regulations and also taxation, the government has a role to play. But you should not forget, even in developed countries, the role of education. And I just finalize saying that this is things that also in Brazil are very important. We have made progress, but there's still a lot to be done. The inequality is very big. And also, it's very clear, I distributed a little chart that shows the increase in income for the average population and for the 40% at the bottom of the income scale. And you see that in many countries in East Asia, particularly in Latin America and so on, during the period between 2008 and 2013, so around the crisis, you have seen the bottom having their income growing more than the average. But if you look at the industrialized countries, in particular many European countries, you'll see that the decline in income of the 40% at the bottom was more intense than the average decline, which of course raises a question. But it's the strategy that we're following. More focus on education, addressing informality, getting good safety net, and thinking very hard about taxation to finance these things in a sustainable way. Donc vous me disiez tout à l'heure, et c'est ce que vous dites sur le Brésil, que finalement les inégalités sont moins fortes aujourd'hui au Brésil. Les inégalités ont été réduites. En revanche, la part des très riches, des 1%, elle a augmenté considérablement. Yeah, this is normal when you have a boom, and in a way, Brazil, it was also, you see, in particular after the crisis, we had a very unique situation where you have plenty of liquidity and also plenty of demand for commodities, and both things helped Brazil. So in particular, liquidity with the aspect of finance
this has a tendency to create a billionaire. Some are still there, some actually are not there anymore. So I would actually expect to see that the share of the top 1% in Brazil may have stopped to grow in the last couple of years. Merci, merci Joachim. Alors, commencez à réfléchir aux questions parce qu'on va entamer bientôt le débat avec la salle. Je vous rassure, tout va bien, 2-0. Et je voulais passer la parole à Jean-Claude Mailly, revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure et ce qu'on vient d'évoquer. La question, c'est comment lutte-t-on contre les inégalités sans refuser, évidemment, sans revenir en arrière, sans refuser les progrès de la technologie, mais en les maîtrisant mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Jean-Claude Mailly, du côté du syndicalisme? Non, mais je crois qu'au-delà des questions qui ont été abordées sur les biens publics, le service public et les questions relatives à la fiscalité, je pense qu'il y a une nécessité de nouvelles régulations au niveau international, c'est évident, enfin, que ce soit sur les questions monétaires, notamment sur les questions économiques. Alors, c'est vrai que le contexte actuel n'incite pas à l'optimisme en la matière, mais en tous les cas, c'est une nécessité. Moi, je pense également qu'il y a une des nécessités très fortes, c'est la construction européenne et un renforcement de la dimension européenne face aux États-Unis, face à la Russie, face à la Chine. Mais ça suppose que des réorientations sérieuses des traités européens soient mises en œuvre. Moi, je milite par exemple depuis longtemps, ça commence à avancer mais ce n'est pas gagné, pour qu'au sein de la zone euro en tant que telle, puisque nous avons une monnaie commune, il n'y a pas simplement des dispositions de caractère monétaire, budgétaire ou autre qui se feront, qui ne se feront pas, on verra dans les années à venir, mais il y a aussi des dispositions sociales, un dialogue social spécifique zone euro qu'il faut mettre en place à partir du moment où on a une monnaie commune. Donc l'Europe a une grande responsabilité, selon moi, en la matière. Ensuite, s'éloigner de ce court terme, aller sur le moyen et le long terme, réfléchir. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, plutôt tendance à être optimiste par définition. Donc même, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre et exercer des rapports de force, c'est autre chose. Mais par exemple, je suis moi intimement persuadé que ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, qui il y a 10 ans était un objet marketing et une page de pub dans les journaux, va devenir une nécessité de compétitivité économique, notamment depuis la catastrophe du Rasaplana au Bangladesh, etc. Les entreprises, et elles commencent à en prendre conscience, vont être de plus en plus jugées sur leur comportement environnemental et leur comportement social, facilité en cela par les réseaux sociaux, etc. Donc là, le mouvement syndical a son rôle à jouer. Et je rappelle, même si on n'en parle pas souvent, que le mouvement syndical est structuré au niveau international, qu'il y a une confédération syndicale internationale qui est présente à peu près sur tous les continents aujourd'hui, qui regroupe énormément d'organisations syndicales, qui défend actuellement qui se militent actuellement, y compris par rapport à la situation brésilienne par exemple. Mais on a aussi une confédération européenne des syndicats qui est également de plus en plus active, même si, je le redis, il y a un décalage entre l'activisme syndical et l'activisme du capital, c'est vrai. Mais de ce point de vue, moi je suis quand même relativement optimiste. Merci Jean-Claude. Alors, on va peut-être ouvrir la discussion à la salle. Quelles sont les premières questions? Voilà. Alors, Madame lève la main. Alors, les micros, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Où sont les micros? Est-ce qu'il y a des micros? Ils arrivent. Là, il y a... C'était la dame là. Voilà. Hop. On y est. Allez-y. Vous avez évoqué parmi les solutions pour réduire les inégalités l'augmentation de la fiscalité. Alors je ne vais pas parler de Singapour parce que j'ai bien compris que Singapour était suffisamment riche pour ne pas avoir besoin de cette solution. Mais en ce qui concerne notamment l'Europe,
Comment augmenter la fiscalité sur les plus riches, et je pense pas seulement aux individus, mais aux sociétés comme les GAFA, par exemple, à partir du moment où on voit bien que les plus riches échappent aujourd'hui à l'impôt et qu'il n'y a pas volonté de régulation internationale. Donc, est-ce qu'on ne bute pas là sur l'impuissance des États? Est-ce que c'est un des plus gros problèmes qui se posent aujourd'hui? Merci. Alors, c'est évidemment une question taillée pour Pervenche Berès. C'est pas tout à fait exact, mais il y a quand même des réflexions importantes en Europe et des actions en matière de fiscalité. Alors, dites-nous un petit peu où on en est. Je crois que par rapport à une période du capitalisme heureux, où on pensait la disparition de l'État, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on soit dans ce contexte-là. Il y a des États puissants. Je veux dire, quand Donald Trump décide de faire quelque chose, ça se voit, ça se sent, il y a des répercussions. Et de la même manière, quand la Hongrie décide de fermer ses frontières, ça se voit, ça se sent. Donc il y a une puissance de l'État qui demeure. La difficulté qu'on a au niveau européen, tout le monde la connaît, c'est que pour se mettre d'accord, on a besoin d'une règle qui s'appelle l'unanimité. Et du coup, les États, jusqu'à présent, se sont tirés une balle dans le pied parce que, parmi leurs derniers éléments de souveraineté, ils considèrent que la question fiscale en fait partie jusqu'au jour où cette question leur saute à la figure et où ils sont contraints d'aller de l'avant. C'est pour ça que moi, je suis un peu critique des propositions qui ont été faites en matière de fiscalité sur le numérique. C'est très bien, c'est important, mais la vraie révolution, et je ne sais pas s'il faut augmenter les impôts, hein, mais il faut des impôts plus redistributifs que ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça le sujet. Or, la vraie révolution fiscale à organiser, c'est celle qui permet de fiscaliser les créations de valeur et donc d'avoir une... Alors, je vais rentrer un instant dans un truc un tout petit peu technique, tout le monde m'en excusera et je suis sûre que vous allez tous comprendre, qui est que l'impôt sur les sociétés, ça fiscalisait des biens matériels. Or, aujourd'hui, ce qu'il faut fiscaliser, c'est quelque chose qui est très souvent immatériel. Donc, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on définit un établissement stable. Eh bien, je vous rassure, au Parlement européen, on a adopté, mais on ne vote pas à l'unanimité, une définition de l'établissement stable. Et il faut encore pousser, que le cercle des économistes travaille pour convaincre les États que pour ne pas conduire à leur propre paupérisation ou à leur propre lutte, surenchère pour un dumping fiscal, il faut aller vers cette définition d'un nouvel établissement stable. La difficulté, c'est que c'est évidemment plus populaire de dire on va taxer les GAFA et de ne pas s'occuper de la vraie nouvelle source de fiscalité dont on a besoin, qui est un impôt sur les sociétés qui soit assis sur la réalité de la création de valeur. Je parle d'abord des entreprises plutôt que de l'impôt sur le revenu, mais ça m'emmènerait trop loin, j'ai déjà fait la moitié de la réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir là-dessus? Il faut quand même souligner que l'OCDE fait énormément de travaux sur le sujet, que certains ont abouti, notamment en matière de lutte contre l'optimisation fiscale, qu'il y a aussi des travaux sur l'harmonisation des assiettes fiscales. Donc il y a de la réflexion. On sent bien que les politiques sont assez plutôt offensifs là-dessus, quand même, un peu. Hein. L'OCDE, c'est un bon guide, parce qu'il y a toujours un argument qui est de dire « Ah, mais ces choses-là, on ne peut les faire qu'au niveau mondial ». C'est ce qu'on avait dit au moment de la taxe Tobin. Quand vous parlez avec Saint-Amand, notamment à l'OCDE, il reconnaît qu'il y a un rôle d'avant-garde que l'Europe doit jouer. Et parce que, évidemment, ça sera mieux quand l'OCDE le fera, mais comme les États-Unis bloquent toute évolution au sein de l'OCDE, il faut que les Européens soient assez offensifs et n'attendent pas le feu vert de l'OCDE pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que sur la question de l'évasion fiscale, de la lutte contre la fraude fiscale, le travail formidable qui a été fait par les journalistes et par tous ces réseaux autour de Panama Papers et autres permet d'avancer. C'est timide, c'est pas assez, mais par rapport à toute notre discussion sur la lutte contre les inégalités, sur les conditions pour sauver la démocratie, ce sont des batailles absolument majeures. Joachim, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la fiscalité est un outil majeur aux mains des États, ou est-ce que finalement la concurrence fiscale ne rend pas cet outil très difficile à utiliser?
Well, you need a political will to address that, both internally. Brazil is a federation, so you also have competition, tax competition across the states, and we've been fighting that. Some of the themes that now have been taken by BEPS, like transfer prices, have historically been an issue in Brazil, so that you don't send all the profits to low bracket say jurisdictions. And of course, in addition to these things that are more traditional, but become more important because of the current situation, there is also the new challenges of the taxation of the platforms and the new technology. So I think that we are very much, we are now talking as a World Bank, we are very much into that. We do consider that addressing these issues, we understand the political difficulties, but addressing this is one of the important levers to really address inequality. Merci Joachim. Alors, une autre question, voilà, je vois une... Est-ce que le micro, il arrive, voilà. Allez-y. Bonjour. En fait, j'ai juste... c'est pour être d'accord, ça veut dire que la plupart des intervenants pensent que les inégalités sont un danger pour les démocraties et que les inégalités sont mauvaises. Et ma question, c'est... le monsieur japonais, je ne sais plus son nom, avait dit que les inégalités avaient augmenté au Japon, mais que les gens étaient quand même plus heureux. Et le problème aussi, c'est que si on veut fiscaliser les créations des valeurs immatérielles, est-ce qu'on ne risque pas justement de diminuer les innovations par les entrepreneurs? Parce que quand on est tous dans la salle, les inégalités ne sont peut-être pas très élevées, mais si Bill Gates entre dans la salle, les inégalités vont être terriblement plus élevées et pourtant on ne sera pas plus pauvre. Mais pourtant, les inégalités seront terriblement élevées. Donc, doit-on vraiment en arriver à fiscaliser voilà une excellente question, effectivement. En fait, quel est le niveau d'inégalité qui est soutenable? Est-ce qu'il y a un niveau où c'est Pierre Doquès qui en parlait tout à l'heure, et un niveau où c'est plutôt positif et puis un niveau où ça devient négatif? Alors, qui veut répondre à ces questions autour de la table? Alors, d'abord Pervenche, peut-être Satoshi Oshima dira un mot aussi. Non, trois choses. La première, j'ai dit en introduction, les inégalités ont atteint, les inégalités réelles ou vécues ont atteint un niveau où elles ne sont plus soutenables, puisqu'elles ont cessé d'être stimulantes, manifestement, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Espagne, en Italie. Donc ça interpelle quand même des démocrates sur ce que c'est que le niveau d'inégalité acceptable. La question du soutien à l'innovation, c'est une question majeure, mais elle doit être poursuivie par d'autres politiques. Il ne faut pas avoir peur de freiner l'innovation parce qu'on met en place une fiscalité. Je crois que l'innovation est un vecteur absolument essentiel des sociétés, des économies. Ça passe par un soutien à la recherche, au développement, à l'innovation, mais on ne peut pas se dire, parce qu'on risque de freiner l'innovation, on doit renoncer à poser la question d'une fiscalité adaptée aux nouveaux modes de production, de création de valeur. Alors, Satoshi, le bonheur d'être japonais, est-ce que c'est totalement indépendant de la notion d'égalité ou d'inégalité? Vous avez 2 minutes. Well, I mentioned about the increase in inequality, but at the same time, people more or less, even more than in the past, seemingly happy. But it's an anomaly. I didn't go into the reasons why. And I think there's a danger of a stable but sedate society, meaning it may not be conducive to innovation. I didn't go into the question of innovation, but only the anomaly of the happiness, perhaps caused by social cohesion. But would it be good for innovation and future growth? I'm not quite sure. Thank you.
Alors, juste pour intervenir, il y a un très bon petit bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le bonheur, par Claudia Sénic, qui est un peu l'économie spécialiste de ça en France. Et elle montre assez bien que donc, la France, c'est un des pays les plus égalitaires d'Europe. C'est aussi un des pays où le bonheur déclaré, en tout cas le bonheur collectif, est le plus faible. Et en fait, où les gens sont le plus obsédés aussi par l'argent, ce qui est assez étrange. Voilà. C'est un petit aparté. Jean-Claude Mailly, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, non, je pense qu'en matière de fiscalité, je pense qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est un choix politique. Alors après, avec les comparaisons internationales, les relativités, mais qu'est-ce que l'on souhaite comme service public, comme bien public, comment on le finance, et surtout de jamais oublier une chose, alors c'est philosophique, c'est moral, je ne porte pas de jugement, mais l'impôt est nécessaire, le tout est-ce que l'impôt est accepté? Et pour que l'impôt soit accepté, il faut qu'il soit perçu comme étant équitable. Or, dans beaucoup de pays, ça n'est plus le cas. Ce qui vaut à la fois pour les citoyens, mais ce qui vaut aussi pour les entreprises. Donc, le bon niveau d'impôt, c'est celui qui permet de financer globalement les besoins, y compris les besoins en service public ou en bien public, par exemple, mais c'est aussi celui qui est accepté par tout le monde parce qu'on a le sentiment qu'on est tous logés à la même enseigne. Juste une petite question pour Pierre Dockès quand même, parce que vous avez étudié 4 siècles de capitalisme. Est-ce que quand on étudie ça sur de la très grande distance, sur le temps très long comme ça, on voit une corrélation entre l'innovation technologique et les inégalités, et l'accroissement des inégalités? C'est une question effectivement très intéressante. Bon, quand on commence comme ça veut dire qu'on est en difficulté. Ce que je veux dire, c'est que les deux aspects jouent. Quand on étudie dans la longue période les inégalités, il est clair qu'elles ont pu produire des innovations et des innovations d'un type très particulier. Je me souviens d'avoir étudié jadis l'innovation fondamentale qu'a été le moulin à eau. Eh bien, en étudiant le moulin à eau, on découvrait que celui-ci avait été mis en place de façon autoritaire par les grands seigneurs, appuyé sur une inégalité très forte. Mais c'était un type d'innovation adapté à un certain système social. Il en va de même, d'ailleurs, avec la théorie du ruissellement, qui n'est pas directement en rapport toujours avec la question des innovations. Mais on est très proche. Quand on est partisan des inégalités, on dit que celles-ci sont positives pour l'économie et on peut se demander pourquoi et comment et si c'est vrai sur la longue période. Eh bien, la réponse à ce trickle-down economics, c'est qu'effectivement, la théorie du ruissellement, ça peut marcher, et même ça a marché. C'est une théorie qu'en France, on appelle d'ancien régime. Pourquoi? C'était exactement le mode de fonctionnement, par exemple, de l'économie française sous Louis XIV, qu'on appelait le roi Soleil. Pourquoi le roi Soleil? Eh bien parce que celui-ci rayonnait et qu'à partir du roi Soleil, en haut de sa montagne, ruisselait littéralement l'or et l'argent qui descendaient sur la couche des grands seigneurs, puis en descendant ainsi, allait alimenter jusqu'au menu peuple tout en bas. Et l'argent remontait au roi grâce à la taille qu'il récupérait sur les manants. Ce système a donc fonctionné, seulement peut-être pas
éternellement, car il y a un moment où ce phénomène a provoqué des révolutions en autre sens que celui que nous avons entendu jusqu'ici. Donc, la réponse est compliquée. En termes d'innovation, les innovations qui sont liées à l'inégalité sont des innovations qui sont en quelque sorte fondamentalement marquées socialement par le diagramme social qui les a produits. Donc si on veut une société d'inégalité, il faut savoir que celles-ci sont effectivement renforcées par les innovations que le système d'inégalité produit lui-même. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur une question complexe. D'accord. Bon, Pierre, il est temps maintenant, évidemment, de rendre l'antenne, comme on dit. Sur le match de foot, ça se passe encore pas mal. Pierre, est-ce que vous avez 2-3 points supplémentaires pour clore ce débat? Je voudrais conclure, oui, en pensant à un auteur qui m'a beaucoup marqué et dont je voudrais parler 30 secondes. C'est Karl Polanyi. Karl Polanyi a écrit en 1944 La Grande Transformation, et dans cet ouvrage fondamental, il a une thèse qui me semble très adaptée à notre période. Quelle était cette thèse? Sa thèse était que l'économie doit être encastrée dans le social et le politique. Il emploie le mot « embedded ». Et qu'il s'était produit au début du XIXe siècle que ce qu'il appelle une utopie meurtrière, mortifère, c'était celle des marchés autorégulateurs, surtout appliqués à 3 marchés qui ne peuvent pas en être vraiment: le marché du travail, le marché de la nature et le marché de l'argent. Ce système avait émancipé l'économie de la société. Ce système avait empêché toute régulation de l'économique par le social et le politique. Or, nous dit Polanyi, ça ne peut pas fonctionner durablement parce que ça a provoqué un effondrement de la société, en quelque sorte par le bas, parce que le paupérisme augmentait. Il suffit de lire Dickens pour penser à la situation des classes ouvrières en Grande-Bretagne, par exemple. Or, il s'est produit, bien après la mort de Karl Polanyi, un phénomène de même nature. Car nous avons vu, à partir des années 1975-80, monter de nouveau une croyance mortifère dans les marchés autorégulateurs, c'est-à-dire finalement dans l'économique émancipée du social et du politique. Et comme l'expliquait Karl Polanyi, il y a à ce moment-là, la société se venge toujours, la société réagit toujours, et pas toujours de façon très agréable, car les monstres peuvent s'éveiller au moment même où se produit cette dichotomie. Et c'est particulièrement dangereux si on pense à ce qui se passe aujourd'hui, car nous assistons effectivement à une réaction des sociétés, des peuples, au niveau de chaque pays et au niveau mondial, et ça ne va pas nécessairement dans le sens du mieux social, car ces révolutions elles-mêmes sont très dangereuses. Le thème que nous avions à analyser, c'était les révolutions influencent et comment ont-elles influencé les inégalités, mais on peut retourner le schéma et se demander dans quelle mesure les inégalités peuvent produire des révolutions. Ah, pas au sens des révolutions triomphales avec les grands jours, les drapeaux, etc., mais des transformations majeures, des mutations, pas nécessairement pour le mieux. Voilà où nous en sommes, je crois. Belle conclusion. Merci Pierre, merci à tous.
Une nouvelle table ronde? Non, c'est fini. Bonne soirée à tous.